Une nouvelle de Pierre Bordage, Fort 53. Il pleuvait, des bombes et des missiles depuis une bonne vingtaine de jours. Le vent n'avait plus assez de force pour dissiper la fumée et la poussière. Pour les soldats terrés dans l'un des bunkers de la ligne Avallon, il n'y avait plus de différence entre le jour et la nuit. Les fracas des explosions dominaient régulièrement les bourdonnements des drones fureteurs. Les éclairs éblouissants sabraient le clair-obscur permanent. Les odeurs de poudre, de terre brûlée et celles inquiétantes des gaz mortels s'infiltraient dans les masques à oxygène. 127 hommes de la compagnie Excalibur étaient tombés depuis le début des hostilités. Une trentaine d'entre eux avaient été touchés par un éclat de bombe ou une balle TCC, tête chercheuse de chaleur, tirée de la ligne ennemie. Les autres avaient commis l'erreur d'ôter un bref instant leur masque, trompés par les détecteurs insérés dans les manches de leur combinaison. Il avait résisté à la tentation de se débarrasser du lourd attirail de tissu et de cuir qui lui encombrait le visage. Envie mordante de sentir la caresse du vent sur son crâne, son front et ses joues. Envie de ne plus voir à travers le verre embué et sale du hublot. Envie de dévaler nu, échevelé, enfant de nouveau, les pentes des collines défigurées par les cratères. Sa mère l'avait pourtant tenu loin de la guerre, loin des militaires, de leurs uniformes et de leur honneur. Elle avait perdu son mari et ses 2 fils aînés au cours des premiers affrontements sur la ligne Avallon. Il avait grandi au milieu d'une forêt profonde, dans une maison coupée du monde et de ses fureurs. Un capteur magnétique fournissait l'énergie, l'eau venait d'un puits. On n'était pas raccordé au web public, ni à l'un de ces avatars privés qui envahissaient les réseaux. De même, sa mère avait refusé la télévision et sa dernière évolution, la sensovision. Elle avait ainsi pensé que le monde ne viendrait jamais à son 3e et dernier fils. Mais le monde s'était présenté sous la forme de soldats en manœuvre. Il avait aperçu, au centre d'une clairière, leurs visages enduits de suie, leurs armes brillantes, les bouts rougeoyants de leurs cigarettes. Il les avait trouvés tellement beaux, dans leurs uniformes bruns et kakis, qu'il les avait pris pour des créatures surnaturelles. Il lui avait dit, en riant, qu'ils n'avaient rien d'angélique. Ils appartenaient à la compagnie Arthur, l'une des plus prestigieuses de l'armée européenne. Ils avaient avoué qu'ils s'étaient perdus à cause d'une panne de leurs balises électroniques. Il les avait guidés dans le labyrinthe végétal dont ils connaissaient chaque arbre, chaque buisson, chaque fougère. Il lui avait offert des cigarettes, du chocolat et une épée miniature dorée, l'insigne de la compagnie, avant de s'éloigner dans un sentier. Il avait alors conçu le projet de devenir l'un d'eux. Le matin de ses 15 ans, l'âge légal pour s'engager dans l'armée européenne, il était parti de la maison malgré les supplications de sa mère. Il l'avait vu s'effondrer sur le perron, mais il n'était pas revenu sur ses pas. Un seul désir le tendait, revêtir l'uniforme de la compagnie Excalibur, épingler l'épée dorée sur le col de sa combinaison, se battre sur la ligne Avallon contre les ennemis de l'Europe et de la chrétienté. On l'avait expédié au feu après seulement 3 semaines de formation sous les ordres du capitaine Gorman. Il se battait avec une telle fougue, une telle bravoure, que ses instructeurs n'avaient pas jugé nécessaire de lui inculquer davantage les règles de l'art militaire. Férocité et sauvagerie tenaient lieu de discipline dans le chaos qui régnait de part et d'autre de la ligne Avallon. Il avait participé à toutes les offensives de la compagnie Excalibur, chargée de regagner mètre après mètre le terrain conquis par l'ennemi. Ses camarades et lui, appuyés par l'aviation et les divisions blindées, avaient ainsi fait reculer les envahisseurs de 7 kilomètres en 7 mois. Plus que 2000 mois, et on aura envoyé ces salopards chez eux, grommelait parfois son supérieur, le capitaine Yvonnet. Toujours aux avant-postes, il avait tué un grand nombre d'hommes sans jamais être touché. Il se servait de son fusil d'assaut avec une adresse diabolique. Ses balles atteignaient à tout coup les yeux des soldats de l'armée ennemie. La fente oculaire de leur casque était le seul défaut de leur cuirasse. Les adversaires exploitaient le manque de visibilité pour se glisser comme des ombres dans les bunkers et commettre des attentats suicides en s'appliquant à faire le plus de dégâts possible.
Maintes fois, il avait été recouvert de la chair pulvérisée et du sang de ses compagnons. Maintes fois, embrasé de colère, il était sorti de l'abri et avait couru vers la ligne ennemie en hurlant des imprécations. Maintes fois, les balles TCC avaient sifflé à ses oreilles et cherché une autre cible, un corps brûlé par l'explosion ou un uniforme en train de flamber. Demain à l'aube, on attaque le fort 53. Sombre était le regard du capitaine Yvonnet, blanche sa voix, amer le pli de sa bouche. Aucun officier n'accepte d'un cœur léger d'expédier des hommes à la boucherie. L'état-major avait décidé de sacrifier la compagnie Excalibur. Le motif ? La rivalité des généraux, le coup de sang d'un ministre, les intrigues d'un haut fonctionnaire corrompu par l'industrie de l'armement. 50, 100 fois l'armée européenne s'était brisée sur le fort 53, un bastion perché au-dessus d'une vallée indestructible, imprenable. Ni les bombes à uranium de 5 tonnes, ni les missiles longue portée n'avaient réussi à percer la carapace de béton et d'acier. On avait songé là-haut à le noyer sous un déluge atomique, comme les pays de l'Axe du Mal en leur temps. Mais on avait craint de condamner une grande partie du territoire à un interminable hiver nucléaire et on avait résolu de le reprendre avec les compagnies d'élite de l'infanterie. C'est à nous, les gars. Le petit jour peinait à se frayer un passage dans la brume ténébreuse. Un silence insolite régnait sur les lieux, plus inquiétant finalement que le vacarme habituel. La compagnie Excalibur s'était rassemblée dans le froid matinal. 1200 hommes aux mines chiffonnées s'en allaient offrir leur poitrine à la mitraille impie. Terrain découvert, nul abri, nul fossé pour s'abriter de la grêle de balles qui s'abattrait sans discontinuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus un souffle de vie sur la plaine. Le capitaine Yvonnet rechignait à baisser son bras, levé depuis un bon moment. Pas question de refuser le combat. Ces hommes et lui seraient fusillés dans l'heure qui suivrait la mutinerie. Autant mourir au champ d'honneur, autant partir dans un anonymat glorieux. Au signal, les 1200 hommes de la compagnie jaillirent du fossé et s'élancèrent sur la plaine criblée de cratères et jonchée de corps. Au loin, à environ 2 km l'objectif, le fort 53, aigle gigantesque, perché sur son aire. D'abord le silence, à peine troublé par les expirations des soldats, les raclements des semelles sur les tapis de douille, les cliquetis des armes, puis l'enfer, la mitraille, qui dégringole des meurtrières, hache les assaillants comme de l'herbe sèche, soulève des gerbes de sang. Chaque grêle s'achève par une salve de hurlements et de gémissements. De la voix et du geste, le capitaine Yvonnet exhorte ses hommes à continuer. Plus qu'1 kilomètre à franchir au nom de Dieu. Les hommes scrutent le ciel, en vain. Ni Dieu ni l'aviation ne viendront appuyer l'offensive terrestre. Les mauvaises langues affirment que Dieu n'a pas encore choisi son camp, que l'armée européenne a dilapidé depuis longtemps ses réserves de bombes et de kérosène, et que les avions sont désormais condamnés à pourrir dans les hangars. Que reste-t-il à bombarder de toute façon ? On a rasé les villes de part et d'autre de la ligne à ballon. Immeubles, usines, hôpitaux, ponts, maisons. Ils ne furent bientôt plus que 2 à l'avant, le capitaine Yvonnet et lui. Ils arrivaient en vue de la rivière profonde et sinueuse qui traversait la plaine. Les hommes de la compagnie Excalibur gisaient par centaines sur la terre profondément labourée par les bombes, les obus et les balles. Le capitaine n'alla pas plus loin, tituba, roula sur le sol, touché au cou, à la mâchoire, la moitié de la tête emportée. Resté seul, il courut jusqu'au bord de la rivière. Il lui fut impossible de discerner quoi que ce soit dans l'eau sombre. Vu de près, le fort 53 ressemblait à un château maléfique avec son rempart crénelé, ses excroissances arrondies, ses fines meurtrières. Ses occupants avaient cessé le tir, comme s'ils l'avaient perdu de vue, ou qu'ils avaient décidé de l'épargner, ce qui n'était pas dans leur manière. Il refusa de rebrousser chemin. Seul sur la plaine, il ferait une cible idéale pour les occupants du fort. De toute façon, même s'il réussissait à regagner la tranchée, on lui demanderait des comptes. On n'aimait pas les survivants, dans une guerre qui engloutissait les morts par millions. Et puis, survivre, pourquoi faire ?
Personne ne l'attendait à l'arrière. Un courriel d'une cousine l'avait informé que sa mère était morte de chagrin le lendemain de son départ. « Morte à cause de toi ?» avait cru bon de préciser la cousine. Il n'en avait pas conçu de remords, mais chaque nuit, la peine, une peine lourde et inépuisable d'enfant, lui rendait visite. Il osa enfin retirer son casque et son masque à oxygène. La caresse de l'air réchauffé par les explosions sur son visage et dans ses cheveux lui procura un bien-être ineffable. Il s'assit au bord de l'eau, sortit son paquet de cigarettes et son briquet de la poche de son treillis, fuma avec délectation l'une de ces cigarettes bourrées de psychotropes offertes par l'armée à ces vaillants combattants. De la rivière pourtant figée, montait un murmure enchanteur que ne troublaient pas les craillements des nuées de corbeaux chargés de nettoyer les dépouilles. Il joua un petit moment avec l'épée dorée épinglée sur le revers de sa veste, puis il saisit son fusil d'assaut et, toujours tête nue, s'avança dans l'eau froide. Il reprit conscience sur la rive opposée, haletant, exténué. Il avait perdu toute notion de temps. Il ne se souvenait pas avoir nagé. Il lui semblait seulement que la traversée avait duré des jours, voire des semaines. Une brève inspection de ses joues lui révéla une barbe fournie. Il s'était pourtant rasé avant l'assaut. Le capitaine Yvonnet refusait que la mort emportât ses hommes dans une tenue débraillée. Au-dessus de lui, la brume escamotait en partie la masse sombre du fort 53. L'endroit baignait dans un silence sépulcral. L'odeur d'humus supplantait celle piquante de la poudre. Il se releva, débloqua le cran de sûreté de son fusil d'assaut et gravit la colline hérissée de rochers qui supportaient la gigantesque construction. Il s'attendait à chaque instant à voir surgir un ou plusieurs ennemis de la brume, mais il gagna le sommet de la butte sans croiser âme qui vive. Une passerelle métallique avait été jetée sur le gouffre insondable qui ceinturait le fort. Il s'y engagea. Elle oscillait et vibrait à chacun de ses pas. Il marchait sans hâte. Il y avait très longtemps qu'il n'avait pas ressenti un tel calme, une telle sérénité. Il ne voyait pas le fond de l'abîme, plus ténébreux encore que l'eau de la rivière. La guerre, le vacarme, les atrocités des hommes ne semblaient plus être que de lointains souvenirs. La passerelle donnait sur une porte monumentale dont les formidables vantaux métalliques étaient entr'ouverts. Il la franchit sans marquer la moindre hésitation et passa dans une première salle percée de meurtrières d'où tombaient des rayons obliques de clarté sale. Une lumière plus vive et vacillante léchait les dalles inégales au fond de la pièce. Ce fut vers elle que le portèrent spontanément ses pas. 4 hommes vêtus de noir jaillirent de l'ouverture et s'avancèrent vers lui. Les yeux brillaient par les étroites fentes de leurs casques. Il se laissa désarmer sans résistance, bien qu'aucun pistolet ne fût braqué sur lui. L'envie de se battre l'avait déserté. Et puis, les manières des ennemis étaient étonnamment douces et amicales pour des monstres assoiffés de sang. La propagande militaire, relayée avec conscience par les médias, ne prêtait aucune humanité aux adversaires de l'Europe. Les 4 hommes l'escortèrent dans un long couloir sombre qui donnait dans une immense salle carrée, habillée de dalles d'une blancheur éblouissante. S'y dressait un grand lit, ainsi qu'une cheminée centrale posée sur 4 colonnes où brûlait un feu ardent. Allongé sur le lit, appuyé sur un coude, se tenait un homme vêtu d'une longue robe noire, ornée de passementeries dorées. Sa chevelure blanche dépassait d'un turban de tissu pourpre et noir, noué autour de sa tête. Son visage était bistre, son nez aquilin, sa barbe longue et immaculée. Les 4 soldats l'emmenèrent près du lit et se retirèrent avec une discrétion d'ombre. Les yeux sombres, impénétrables de l'homme allongé restèrent un long moment rivés sur lui. Il n'y décela pas de haine, ni même de colère ou de mépris. « Eh bien, mon jeune ami, que nous vaut l'honneur de votre visite ?» Aucun accent dans la voix grave et suave de l'homme allongé, pas une trace d'ironie. « Comme si vous ne le saviez pas », rétorqua-t-il sans chercher à masquer son agacement. «
L'honneur n'a rien à voir là-dedans. Vous avez tenté de nous envahir, nous sommes en guerre depuis plus de 15 ans. Nous voulons seulement reprendre les territoires que vous nous avez volés. » L'homme allongé remua sur le lit et grimaça. « Je ne puis, hélas, me lever pour vous accueillir. Mes jambes ne me portent plus. Les territoires, disiez-vous? Les frontières, les nations, les religions, de grandes causes, de grandes plaies. Mais vous avez l'air épuisé. Vous avez sans doute marché pendant des jours. » Il eut l'impression que l'homme allongé se moquait de lui. « Les balles qui viennent de décimer ma compagnie, elles ne sont pas tombées du ciel. » Le vieil homme regarda autour de lui. « Je ne vois d'adversaire ni de balles ici, seulement 2 êtres humains. » Une jeune femme brune s'introduisit dans la pièce par une ouverture dérobée. Elle portait posée en travers d'un coussin pourpre une épée à la lame fine et aux pommeaux d'or. Elle s'inclina au pied du lit avant de prendre la parole. « Un présent de votre nièce, Seigneur. Cette épée a traversé les siècles. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de meilleure qu'elle. Ma maîtresse serait heureuse qu'elle n'aille point dans de mauvaises mains. » L'homme alité fit signe à la jeune femme d'approcher, puis, quand elle fut près de lui, se saisit de l'épée et la soupesa. Bien que chacun de ses mouvements lui arrachât une grimace de souffrance, l'homme maniait l'arme avec une ardeur et une adresse surprenantes. Immobile, à côté du lit, il croyait que la lame vibrante, sifflante, allait s'abattre sur son cou et mettre fin à l'étrange entrevue. Elle se figea tout à coup à quelques centimètres de ses mains. « Prenez-la, » dit l'homme allongé. « Moi, je ne suis qu'un infirme. Vous êtes plus digne de la porter que moi. » Il ne décelait pas le moindre signe de duperie dans les yeux du vieil homme. Il se saisit de l'épée par la pointe de la lame. Le fil tranchant lui mordit la paume et les doigts. Bien que d'une légèreté étonnante, elle paraissait trempée dans un acier plus solide que les alliages servant à construire les abris antimissiles, vivante, douée d'une énergie propre. Une douce chaleur envahissait ses membres, effaçant sa fatigue et ses peurs. Avec une telle gardienne, le monde ne pourrait plus lui faire le moindre mal. La tentation le traversa, brutale, de plonger la lame dans le corps de l'homme allongé. N'était-il pas un ennemi? N'était-il pas l'officier ou l'émir qui commandait la garnison du fort 53? Sa mort ne marquerait-elle pas la fin des assauts qui coûtaient la vie à des milliers de jeunes Européens? L'irruption de plusieurs soldats vêtus de noir le tira de ses pensées. Ils installèrent près du lit une table sur des tréteaux d'ébène qu'ils recouvrirent d'une nappe blanche. Ils apportèrent ensuite une chaise et des couverts d'argent, puis ils l'invitèrent à s'asseoir en face du vieil homme. Gardant l'épée près de lui et la méfiance au cœur, il accepta leur invitation, mangea de bel appétit la viande aromatisée qu'ils lui servirent, but avec plaisir le vin capiteux qu'ils versèrent dans sa coupe. Il s'étonna de voir le vieil homme vider plusieurs coupes. Il avait toujours entendu dire que leur religion interdisait aux ennemis de l'Europe de goûter les plaisirs terrestres. Au fond, il ne savait d'eux que ce qu'en rapportaient les reportages télévisés, les journaux, la rumeur, les témoignages des soldats blessés et rapatriés du front. Le vieil homme s'essuya les lèvres à l'aide d'un mouchoir en dentelle. « Eh bien, mon jeune ami, qui es-tu » La question le prit au dépourvu. Pas question de lui donner son nom. La consigne était formelle dans l'armée européenne et particulièrement dans la compagnie Excalibur de ne livrer aucun renseignement à l'ennemi. Ce dernier aurait pu se servir des noms récupérés pour miner le moral d'une population déjà sapée par 15 années de bombardement. L'ennemi maîtrisait les moyens de communication à la perfection, expédiant les listes des soldats tués ou capturés à des millions d'adresses web, envoyant parfois un pourriel qui montrait une exécution ou un acte de torture. Il fallait abattre cet ennemi-là, imperméable à la pitié. « Je ne suis qu'un soldat anonyme de l'armée européenne. » Tandis qu'il parlait, un jeune homme vêtu de noir fit une apparition dans la pièce, brandissant un large cimeterre à la large lame évasée et scintillante, d'où s'écoulait un filet de sang. Les gouttes vermeilles perlaient du fil tranchant de l'acier et s'écoulaient sur les bras et les mains du jeune homme.
Il se demanda comment une chose pareille pouvait se produire, mais il s'abstint de poser la question de peur d'être la victime involontaire d'une cérémonie païenne, d'une malédiction. Les hommes du capitaine Yvonnet avaient reçu la bénédiction du prêtre et les derniers sacrements avant de se lancer à l'assaut du fort. Ils ne voulaient pas se présenter devant le Créateur dans l'état de péché. Vinrent ensuite 2 autres jeunes gens qui tenaient des candélabres levés au-dessus de leur tête. Derrière eux se présenta une jeune fille d'une grande beauté qui portait entre ses mains une coupe d'or aux courbes délicates et incrustées de pierres précieuses. Il se fit une si grande clarté que les bougies en perdirent leur éclat. Il se demanda encore par quel miracle une petite coupe pouvait répandre une lumière aussi vive, mais bien que pressante, la question resta scellée sur ses lèvres. Une diablerie, pas de doute là-dessus. Sa dernière cigarette, peut-être. Depuis qu'il avait franchi la rivière sombre, rien ne semblait avoir de sens. Mourir ne lui faisait pas peur, mais il vivait dans la terreur de la malédiction, de la corruption de son âme. Les jeunes gens et la jeune fille disparurent par une sortie dérobée. Malgré les lueurs de feu dans la cheminée et les flammes des chandelles suspendues, il crut que la nuit était brusquement tombée sur la salle. « Eh bien, mon jeune ami, me diras-tu maintenant qui tu es ?» Le sourire du vieil homme chassait l'âge et la souffrance de son visage. « Un putain d'ennemi ?» cria-t-il. « Tu n'as rien de bon à attendre de moi, vieux gâteux !» Les voix du capitaine Yvonnet et de tous ses camarades déchiquetés par les balles ennemies résonnaient en lui. Elles lui criaient de se méfier des ruses des mages et du malin. Elles réclamaient le sang de cet homme pour venger le leur. Il repoussa sa chaise, se leva, contourna la table et l'épée en main se rapprocha de l'homme allongé. « Qui est celui qui prétend me tuer ?»« Un soldat, le dernier rempart de l'Europe. » répondit-il en lui-même. Il leva l'épée. L'homme qui brandissait le cimeterre sanglant, les 2 porteurs de candélabres et la jeune fille qui tenait la coupe réapparurent et repassèrent en cortège devant le lit. La lumière vive, éclatante, le contraignit à fermer les yeux quelques instants. Que contenait donc cette fichue coupe qui répandait une telle clarté ? Il attendit que l'obscurité tombe sur les lieux pour s'avancer vers l'homme allongé. « Pose-toi seulement cette question, mon jeune ami. Qui suis-je » Il brandit bien haut l'épée offerte quelques instants plus tôt par son interlocuteur. Il était bien autre chose, sans doute, qu'un enfant soustrait par sa mère à la cruauté du monde, bien autre chose qu'un tueur de la compagnie Excalibur, bien autre chose qu'un chrétien d'Europe. Qui pouvait se vanter de savoir qui il était vraiment? La lumière disparut définitivement de son champ de vision. Il n'aperçut plus, dans les ténèbres soudaines, que les yeux brillants du vieil homme, des yeux pétillants, 2 étoiles dans un ciel d'encre. Il se demanda une dernière fois à qui et à quoi était destinée la coupe d'or. Mais quelle importance! Seule comptait la mission de la compagnie Excalibur, la prise du fort 53. « Rien à foutre de ta magie !» hurla-t-il avant d'abaisser l'épée de toutes ses forces. Elle s'enfonça dans le vide, l'entraîna dans son élan. Il eut l'impression d'être happé par un courant puissant et projeté dans une nuit noire et froide. Il perdit toute notion d'espace et de temps. Il se réveilla sur le bord de la rivière. Sa barbe semblait avoir encore poussé de plusieurs centimètres. Le fort 53 se dressait au-dessus de sa tête, immuable, menaçant. Les balles crépitaient en pluie sur la terre devenue stérile. Des cris retentirent derrière lui. Des ombres jaillirent des nuages de fumée en gesticulant et en hurlant. Elles furent fauchées par les rafales venues des hauteurs. Une autre compagnie s'était lancée à l'assaut du fort. Des centaines d'hommes allaient mourir. La coupe. Sans doute aurait-il dû tremper les lèvres dans le liquide qu'elle contenait. Sans doute aurait-il dû s'interroger. Sans doute. Qui était le vieil homme allongé sur le lit? Qui suis-je?
Peut-être que les choses auraient changé s'il avait posé les questions qui s'étaient pressées dans sa gorge. Peut-être que cette horrible guerre aurait cessé si... Il secoua la tête pour chasser les pensées et les questions absurdes. « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Un homme se dressait derrière lui, un soldat de l'armée européenne, âgé sans doute de 15 ou 16 ans. Il portait sur le revers de son treillis l'insigne de sa compagnie, une lance miniature et blanche. « Je suis le seul rescapé du dernier assaut. »« Quelle compagnie ?»« Excalibur. » L'autre marqua son étonnement d'un haussement de sourcils. « Excalibur ? Mais ça fait plus de 2 mois qu'elle a été massacrée. Ton nom ? Perse, Val, Gallois. Comment t'as réussi à survivre 2 mois dans ce putain d'enfer gallois ? T'es magicien ou quoi ?» Il secoua la tête au bord des larmes. « J'en sais foutre rien. » Les yeux de l'autre se promenèrent un petit moment sur l'eau noire et lisse de la rivière. « Je crois bien qu'il ne reste plus personne de vivant derrière moi. Et moi, je continue. Si tu réussis à retourner à l'arrière, Perceval, dis-leur que le soldat Gauvin est passé sur l'autre rive. » Le soldat Gauvin posa son fusil d'assaut sur sa tête et s'avança d'une allure résolue dans l'eau noire. « Gauvin ?» Le soldat se retourna. « Si tu vois le... » « Non, rien. » Gauvin adressa un sourire mi-désolé, mi-complice à Perceval, puis, toujours brandissant son arme au-dessus de sa tête, il continua de s'enfoncer dans l'eau. Fort 53 est une nouvelle de Pierre Bordage, extraite du recueil de nouvelles « Dernières nouvelles de la Terre », publié chez La Talente. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.